Le matin du 1er janvier 2024 a commencé comme n'importe quel matin de lendemain de fête en famille. J'étais dans la cuisine de mon fils Thomas, en train de préparer le café pour tout le monde, comme je le faisais toujours quand je passais les fêtes chez lui. À 68 ans, après une vie entière à me lever tôt pour le travail, mon corps ne peut plus faire la grasse matinée, même pendant les vacances. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui est une révélation qui m'a coûté 45 ans de ma vie. Cette connaissance t'aidera à comprendre comment retrouver ta dignité en tant que père et homme, même quand ta propre famille t'a transformé en simple banque ambulante. Tu apprendras qu'il n'est jamais trop tard pour exiger le respect que tu as toujours mérité. Si ce message touche ton cœur, considère laisser un super thanks. Chaque soutien ici m'aide à continuer à partager des histoires vraies d'hommes qui ont récupéré leur dignité, pour que d'autres pères puissent apprendre que se valoriser n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité. La maison était encore en désordre après la soirée de la veille. Des verres éparpillés partout, de la vaisselle sale dans l'évier, des restes de nourriture sur la table. Pendant que je rangeais comme je le fais toujours, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, n'est-ce pas? J'ai entendu des voix venant du salon. C'était mon petit-fils Lucas, 22 ans, qui parlait avec des amis qui avaient dormi à la maison. « Mec, mon grand-père est cool, il paye tout et ne nous embête pas », a dit Lucas en riant. Genre, hier il a payé l'addition du restaurant pour tout le monde, 350 € comme ça, sans même sourciller. Un de ses amis a répondu « C'est génial, mec. Mon grand-père est radin comme pas possible. » « Ouais, » a continué Lucas. Et ce qu'il a dit ensuite m'a serré la poitrine d'une manière que je ne peux pas expliquer. Mon grand-père, il sert surtout à payer les trucs en fait. Il est un peu chiant, tu vois. Toujours à donner des conseils que personne n'a demandé, à parler du passé. Mais tant qu'il ouvre son portefeuille, ça va. Je me suis arrêté net dans ce que je faisais. Ma main tremblait, tenant la tasse de café. 68 ans de vie, 45 ans de travail acharné à élever cette famille. Et voilà ce que mon propre petit-fils pensait de moi. Un vieux distributeur automatique qui ne sert qu'à payer les choses. À ce moment-là, mon fils Thomas est entré dans le salon, encore en peignoir, les cheveux en désordre. Je l'ai entendu dire « Lucas, baisse d'un ton. Ton grand-père est dans la cuisine. » « Relax, papa, » a répondu Lucas. De toute façon, il n'entend rien. Il devient sourd. Et puis est venu le coup final. Thomas a ri. Mon propre fils a ri et a dit « C'est vrai, papa ne sert qu'à ça de toute façon. Au moins, il a une bonne pension de retraite. Au moins, il est utile à quelque chose. » À cet instant, j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la tristesse. C'était un vide profond, comme si quelqu'un avait aspiré toute la dignité que j'avais accumulée en près de 7 décennies de vie. J'étais là, un homme qui avait travaillé depuis l'âge de 14 ans, qui s'était cassé le dos dans 2, parfois 3 emplois pour donner une éducation à ses enfants, réduit à une carte de crédit ambulante. Il y a un sentiment spécifique que tout homme connaît, mais que peu peuvent nommer. C'est quand tu réalises que tu as perdu le respect des personnes les plus importantes de ta vie. Ce n'est pas comme une dispute où tu peux riposter. Ce n'est pas comme une critique directe que tu peux contester. C'est pire. C'est quand tu découvres que tu n'es considéré utile que pour ce que tu peux fournir, pas pour qui tu es. Ma gorge s'est serrée. Mes mains ont commencé à transpirer. J'ai ressenti cette humiliation que tout homme a ressentie au moins une fois dans sa vie. Quand tu réalises que tu es devenu invisible en tant que personne et que tu n'es vu que comme une fonction, pourvoyeur, distributeur humain, bon seulement pour payer les choses. J'ai quitté la cuisine en silence. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas fait de scène. J'ai juste pris mes clés, mon portefeuille, et je me suis dirigé vers la porte. Thomas n'a même pas remarqué que je partais. Lucas continuait à rire avec ses amis. Quand j'ai mis les pieds sur le trottoir, le soleil de janvier était fort, mais je ressentais un froid venant de l'intérieur.
Je suis monté dans ma Peugeot 308 de 2018, une voiture que j'avais payée comptant avec mon propre argent durement gagné. Et je suis resté assis quelques minutes, essayant juste de traiter ce que je venais d'entendre. Combien de pères et de grands-pères vivent cette même situation? Combien d'hommes qui ont consacré toute leur vie à leur famille découvrent qu'ils ne sont devenus rien d'autre qu'un compte en banque avec des jambes? Combien d'entre nous avalons notre dignité quotidiennement au nom de l'amour familial? J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence. C'était une simple maison de 4 pièces que j'avais achetée avec beaucoup de sueur, après des années à payer un loyer. Une maison que Thomas disait toujours être trop grande pour un homme seul, comme si c'était mon obligation de partager mon espace juste parce qu'il trouvait ça pratique. Quand je suis arrivé chez moi, je me suis assis dans mon fauteuil du salon et j'ai fixé les murs remplis de photos de famille, des photos de diplômes que j'avais payés, de voyages que j'avais financés, de célébrations que j'avais financées. Sur chacune de ces photos, je souriais, fier, pensant que je construisais des souvenirs heureux avec des gens qui m'aimaient. Mais m'aimaient-ils? Ou aimaient-ils simplement ce que je pouvais faire pour eux? Cet après-midi du 1er janvier, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Ce n'était pas une décision émotionnelle, c'était la décision d'un homme qui avait enfin compris sa valeur. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le service client de ma banque. « Bonjour », a dit le représentant. « Comment puis-je vous aider ?»« Je dois annuler des cartes supplémentaires », ai-je répondu avec un calme qui m'a surpris moi-même. Ce qui s'est passé dans les heures suivantes a enseigné une leçon que Thomas et Lucas n'oublieront jamais, une leçon sur le respect, la dignité et ce qui se passe quand un homme décide que sa vie vaut plus que son compte en banque. Avez-vous déjà eu l'impression qu'une vie entière de travail en tant que père valait moins que le caprice momentané de votre enfant? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, car ce qui s'est passé après ce matin-là m'a appris qu'un homme ne perd sa dignité que lorsqu'il accepte d'être traité comme une banque, pas comme un père. Si vous aimez les histoires vraies, comme celle-ci, des histoires qui montrent qu'il n'est jamais trop tard pour qu'un homme retrouve sa valeur, abonnez-vous à Les Conseils de Papy et activez les notifications. Car ici, je ne raconte pas des histoires de victimes, je raconte des histoires d'hommes qui ont décidé de se battre. Je m'appelle Pierre Dubois. J'ai 68 ans, retraité de Total Energies après 32 ans de service comme technicien de raffinerie. Je dois remonter un peu dans le temps pour que vous compreniez comment j'en suis arrivé à ce moment d'humiliation dans la maison de mon propre fils, traité comme un distributeur automatique avec des jambes, pas comme un père qui a consacré des décennies de sa vie à élever cette famille. Je suis né en 1955 dans une famille ouvrière à Roubaix, dans le Nord. Mon père était mécanicien, ma mère couturière. J'ai appris tôt qu'un homme travaille, qu'un homme ne se plaint pas, et qu'un homme soutient sa famille, quoi qu'il arrive. C'était une époque différente, où la valeur d'un père se mesurait à la sueur sur son visage et à l'argent qu'il rapportait à la maison à la fin du mois. J'ai commencé à travailler à 14 ans comme aide dans un garage mécanique. J'étudiais le soir, je travaillais la journée. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai obtenu un poste d'apprenti chez Total Energies. C'était un rêve devenu réalité. Salaire fixe, avantages sociaux, possibilité d'avancer dans la vie. À l'époque, travailler chez Total Energies était une garantie d'avenir. À 22 ans, j'ai rencontré Françoise lors d'un mariage. Elle avait 19 ans, institutrice, femme sérieuse d'une famille traditionnelle. Nous avons eu une relation pendant 2 ans. Nous nous sommes mariés en 1979. Notre lune de miel a duré 3 jours en Bretagne. C'était tout ce que nous pouvions nous permettre à l'époque, mais nous étions heureux. Nous avions des projets, des rêves, l'envie de construire une famille solide. Thomas est né en 1981. Je me souviens comme si c'était hier, accouchement naturel à l'hôpital de Roubaix. Quand l'infirmière a placé ce petit être dans mes bras, j'ai ressenti une émotion que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était mon fils, ma responsabilité, ma raison de vivre à partir de ce moment-là. 2 ans plus tard est arrivée Sophie,
2 petits-enfants. Françoise a arrêté de travailler pour s'occuper des enfants, et toute la responsabilité financière est tombée sur mes épaules. Mais je la portais avec fierté. Je travaillais mes heures normales à la raffinerie, et je prenais des heures supplémentaires chaque fois qu'elles se présentaient. Les week-ends, je faisais des petits boulots de mécanicien pour compléter les revenus. Combien de matinées suis-je resté éveillé, inquiet de savoir si l'argent suffirait pour le lait, les couches, les médicaments? Combien de fois ai-je renoncé à une bière avec des amis pour acheter un jouet aux enfants? Combien de fois ai-je porté des chaussures usées pour qu'ils puissent avoir des baskets neuves? Mais c'était gratifiant. Thomas m'appelait « Papa héros ». Sophie voulait être comme son papa quand elle serait grande. Françoise me regardait avec admiration quand je rentrais sale de Cambouis, fatigué, mais avec l'argent qui soutenait notre famille. Les années 80 et 90 ont été des années de travail acharné, mais aussi de grand bonheur. Les week-ends, c'était des barbecues dans le jardin, les enfants qui jouaient, la famille réunie. Thomas était un garçon studieux, il avait de bonnes notes à l'école. Sophie était plus espiègle, mais plus affectueuse avec moi. Il me voyait vraiment comme un héros. Quand Thomas a eu 15 ans en 1996, j'ai organisé une fête qui m'a coûté presque 3 mois de salaire. Location de salle, DJ, photographe, le costume qu'il voulait. J'ai travaillé les dimanches pendant 2 mois pour payer cette fête, mais ça valait chaque centime quand j'ai vu son sourire. Sophie était plus difficile à l'adolescence. Elle a commencé à fréquenter un groupe un peu dur, elle voulait abandonner l'école. À 16 ans, j'ai parlé avec elle, je me suis disputé, j'ai fixé des limites, je l'ai même emmenée travailler avec moi à la raffinerie un jour pour lui montrer à quel point c'est dur de gagner de l'argent. Ça a marché. Elle a terminé le lycée et est entrée dans une école privée pour devenir infirmière. Cher, mais j'ai payé sans me plaindre. Thomas a suivi les pas de sa mère, a obtenu son diplôme d'enseignant, également privé, également cher. Mais c'était mon devoir en tant que père de donner une éducation à mes enfants, n'est-ce pas? L'éducation est le seul héritage que personne ne peut enlever. En 2003, Françoise est décédée dans un accident de voiture. Elle revenait de l'école où elle travaillait quand un camion a grillé un feu rouge. Elle est morte sur le coup. Mon monde s'est effondré. J'ai perdu ma compagne de 24 ans de mariage, la mère de mes enfants, ma fondation émotionnelle. À cette époque, Thomas avait 22 ans et Sophie 21. Ils étaient dévastés aussi, bien sûr. C'est à ce moment-là que notre famille s'est rapprochée encore plus, ou du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Je suis devenu à la fois père et mère. Je me suis occupé de la maison, j'ai lavé, repassé, cuisiné, tout en continuant à travailler dur pour soutenir la famille. Thomas s'est marié en 2005 avec Céline, une dentiste. J'ai payé le mariage, évidemment. Église, fête pour 200 invités, lune de miel en Grèce. J'ai dépensé toutes mes économies, plus un prêt qui m'a pris 3 ans à rembourser. Mais c'était mon fils, mon prince. Il méritait le meilleur. Sophie s'est mariée 2 ans plus tard, avec Marc, un informaticien. Mariage plus simple, mais j'ai également payé et je les ai aidés à meubler l'appartement qu'ils louaient. Table, réfrigérateur, canapé, tout est sorti de ma poche. Pendant toutes ces années, j'ai été le port sûr de la famille. N'importe quel problème financier, c'était moi. N'importe quelle urgence, c'était Papa Pierre qui résolvait. La remise de diplôme de Lucas, mon petit-fils, le fils de Thomas, j'ai payé. L'opération de Céline, quand elle a eu des problèmes de vésicule biliaire, j'ai payé. Rénovation chez Sophie, devinez qui a payé. Je ne me suis jamais plaint, je ne leur ai jamais jeté ça au visage. Je pensais que c'était comme ça que la famille fonctionnait. Le père travaille, soutient, résout les problèmes et reçoit l'amour et le respect sans retour. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai pris ma retraite en 2019 après 32 ans chez Total Energies. Pension complète, 2 800 € par mois, plus des fonds d'épargne retraite considérables que j'avais reçus. Je pensais, maintenant je vais profiter de la vie, voyager, me reposer, profiter des petits-enfants. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ma retraite est devenue une extension de mon travail de pourvoyeur familial. Thomas avait toujours une urgence.
Papa, Céline a moins de patience ce mois-ci. Sophie avait toujours un projet. Papa, une opportunité d'investissement s'est présentée. Et je disais toujours oui. Après tout, c'était de mes enfants. J'avais de l'argent. Pourquoi ne pas aider? Pourquoi ne pas continuer à être le héros de la famille, même à la retraite? Petit à petit, sans m'en rendre compte, je suis devenu juste ça, une ressource. Les visites de mes enfants coïncidaient toujours avec des demandes d'argent. Les conversations tournaient toujours autour de problèmes financiers qui nécessitaient ma solution. L'affection sincère était remplacée par un intérêt déguisé. Et j'acceptais tout cela parce que je pensais que c'était de l'amour. Ce n'est que le matin du 1er janvier que j'ai compris la vérité. Pour mes enfants et petits-enfants, j'étais devenu exactement ce que Lucas avait dit sans aucune honte. Bon, seulement pour payer les choses, mais tout homme a une limite. Et ce matin-là, j'ai découvert la mienne. Il y a des silences de père qui pèsent plus que des cris. Et pendant des années, j'ai ignoré tous les signes qui me montraient clairement ce que j'étais en train de devenir pour mes enfants. Pas un père respecté, mais une ressource pratique. Le premier signe qui aurait dû m'alerter s'est produit en 2020, juste après ma retraite. Thomas m'a appelé un mardi matin, en pleurant. « Papa, Céline traverse une période difficile au cabinet. La pandémie l'a beaucoup affectée. Tu peux me prêter 5 000 € juste jusqu'au mois prochain ?» 5 000 €, ce n'était pas peu d'argent, même pour moi avec une bonne pension. Mais c'était mon fils qui demandait de l'aide. Je l'ai transféré le jour même, sans même demander à quoi ça servait. « Papa, a-t-il dit quand j'ai confirmé le virement, tu es le meilleur papa du monde. Je t'aime tellement. » Le mois prochain n'est jamais arrivé. Quand 3 mois sont passés, j'ai abordé le sujet. « Thomas, mon fils, comment va la situation de Céline à propos de ces 5 000 € que j'ai prêtés ?»« Oh, papa, tu es tellement attaché à l'argent. Tu n'es pas en difficulté, n'est-ce pas? Céline ira mieux bientôt et on te remboursera. Détends-toi, attaché à l'argent. Moi, qui avais passé toute ma vie à tout donner à cette famille, mais j'ai avalé. Après tout, c'était mon fils. Il traversait des difficultés. Un père comprend, n'est-ce pas? 2 mois plus tard, c'était au tour de Sophie. « Papa, une opportunité d'investissement incroyable s'est présentée. Un ami à Marc vend un food truck avec un emplacement établi. C'est une chance en or, mais j'ai besoin de 7 000 € pour la compte. Tu peux m'aider ?» 7 000 €, en ajoutant les 5 000 de Thomas qui n'avaient jamais été remboursés, ça faisait 12 000 € en prêts à des enfants adultes, mariés, avec leurs propres responsabilités. Mais Sophie semblait si enthousiaste, si pleine de projets. « Papa, dans 6 mois, je te rembourserai tout avec des intérêts. Ce sera aussi un investissement pour toi. » J'ai payé. Évidemment, le food truck a duré 3 mois. « Papa, ça n'a pas marché. L'emplacement n'était pas aussi bon qu'il le semblait. Mais ne t'inquiète pas, je vais trouver un autre emploi et je te rembourserai dès que possible. » 12 000 € partis en fumée, et pas même d'excuses décentes. Le schéma a commencé à se répéter avec une fréquence alarmante. Chaque mois, il y avait une demande. Parfois c'était Thomas. « Papa, Lucas a besoin d'un nouvel ordinateur pour l'université. » Parfois c'était Sophie. « Papa, Marc a besoin d'un traitement dentaire. » Toujours urgent, toujours nécessaire, toujours juste cette fois. Et je payais toujours, parce que c'était plus facile de payer que d'entendre que j'étais attaché à l'argent ou sans cœur envers la famille. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était même pas l'argent lui-même, c'était la façon dont il demandait, sans gêne, comme si c'était un droit, comme si ma pension était un compte commun familial, pas le résultat de 40 ans de travail acharné. Thomas en est arrivé au point de m'envoyer des messages WhatsApp. « Papa, dépose 2 000 € sur mon compte. Céline paiera vendredi. » Il ne demandait même plus. Il donnait des ordres. Sophie a développé une technique encore pire. Elle venait chez moi avec Marc et les enfants, apportait un barbecue, restait toute la journée à parler, à être affectueuse, à me faire sentir désirée. Puis, quand il était temps de partir, elle lâchait. « Papa, tu peux me donner un coup de main avec 3 000 €? Une opportunité s'est présentée que je ne peux pas manquer. » Comment pouvais-je dire non après une journée entière d'affection?
Comment pouvais-je refuser après avoir vu les petits-enfants jouer dans le jardin appelé grand-père? Mais le pire n'était pas les demandes, c'était le changement de traitement. Petit à petit, j'ai remarqué que mon opinion sur n'importe quel sujet avait cessé d'avoir de la valeur. Si je donnais des conseils basés sur mon expérience de vie, la réponse était toujours « Papa, les choses ont beaucoup changé depuis ton époque ». Si je questionnais l'une de leurs décisions, la réponse était « Papa, tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent aujourd'hui ». Si je suggérais l'économie, la prudence avec les dépenses, la réponse était « Papa, tu es trop prudent, il faut profiter de la vie ». Profiter de la vie avec l'argent de papa, évidemment. Le moment qui aurait dû être mon réveil s'est produit à Noël 2022. Nous étions tous réunis chez Thomas. Moi, lui, Céline, Lucas, Sophie, Marc et leurs 2 jeunes enfants. Un beau dîner, une table abondante, des cadeaux chers sous le sapin. Des cadeaux que j'avais payés, bien sûr, parce que c'était devenu une tradition pour moi de contribuer aux célébrations familiales. Contribuer était l'euphémisme qu'ils utilisaient pour tout financer. Pendant le dîner, Lucas a mentionné qu'il voulait changer de voiture. Il avait 20 ans à l'époque. Il conduisait une Renault Clio que je lui avais offerte en cadeau quand il avait eu son permis. « Papy, tu ne veux pas me donner un coup de main pour l'acompte d'une BMW série 3 ? Ce serait trop cool. » Céline a ri. « Lucas, ton grand-père n'est pas le Père Noël. Mais il a de l'argent, » a répondu Lucas, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et il aime aider la famille. Thomas n'a pas réprimandé son fils. Sophie n'a pas dit que la demande était absurde. Personne n'a dit qu'un gamin de 20 ans demandant à son grand-père une BMW série 3 manquait au moins de bon sens. C'est moi qui me suis senti obligé d'expliquer. « Lucas, mon garçon, une BMW série 3 est très chère. De plus, ta Clio est encore bonne. » « Papy devient radin, a-t-il murmuré en faisant la grimace. Radin, moi qui avais déjà dépensé plus de 50 000 € pour cette famille en 2 ans, j'étais radin parce que je ne voulais pas acheter une voiture à 40 000 € pour un petit-fils de 20 ans. Et personne ne m'a défendu. Personne n'a dit que Lucas était irrespectueux. Personne n'a expliqué que ce que je disais radin était en fait un homme qui avait des limites financières, comme toute personne normale. Sur le trajet du retour ce soir-là, j'ai conduit en silence, essayant de comprendre quand tout avait mal tourné, quand j'avais cessé d'être le père respecté et j'étais devenu le distributeur automatique de la famille, quand mon « non » avait cessé d'avoir de l'importance, quand ils avaient commencé à me voir comme une ressource, pas comme une personne. Mais même ainsi, j'ai continué à payer. J'ai continué à être le port financier de tout le monde, parce que j'avais peur. Peur de perdre le peu d'amour que je pensais encore recevoir de la famille, peur d'être seul dans ma vieillesse, peur de découvrir que sans argent, je n'étais rien pour eux. Le dernier grand signe avant l'humiliation du Nouvel An a eu lieu en novembre 2023. Thomas m'a appelé désespéré. « Papa, Céline a fait une erreur. Elle a investi dans quelque chose qui était une pyramide de Ponzi et elle a tout perdu. On va perdre l'appartement si on ne peut pas payer l'hypothèque en retard. C'est 15 000 €, papa. Tu peux m'aider? C'est la dernière fois, je te jure. 15 000 €, pratiquement 5 mois de ma pension, l'argent que j'économisais pour les urgences de ma propre vieillesse. Mais c'était mon fils. Il était désespéré. Il allait perdre sa maison. Comment un père refuse-t-il d'aider dans une situation comme celle-là? J'ai payé. J'ai transféré les 15 000 € le jour même. La gratitude a duré exactement 1 semaine. La semaine suivante, Lucas a posté des photos sur Instagram dans un resort à Nice avec sa petite amie. Resort très cher, chambre avec vue sur la mer, dîner dans des restaurants chics. J'ai demandé à Thomas comment Lucas avait de l'argent pour un voyage comme ça si la famille était en difficulté. « Oh, papa, Céline a eu quelques patients privés et elle a donné un peu d'argent à Lucas pour qu'il profite un peu. Le pauvre, il était tellement stressé par la situation. » Céline a eu de l'argent pour financer les vacances de luxe de son fils, mais ne pouvait pas l'obtenir pour payer sa propre hypothèque. Le stress de Lucas concernant la situation financière de la famille a été résolu avec un voyage de 4 000 €.
C'est à ce moment-là que j'aurais dû comprendre. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'un homme habitué à être exploité normalise l'exploitation. Parce qu'un père habitué à tout donner se convainc que l'amour s'achète avec le sacrifice. Jusqu'à ce que ce matin du 1er janvier arrive et que j'entende enfin de la bouche de mon propre petit-fils ce que j'étais devenu pour ma famille. Il y a une solitude spécifique d'un homme qui a élevé des enfants qui sont plus tard devenus des étrangers. C'est la solitude de quelqu'un qui a consacré des décennies à être pourvoyeur et protecteur, pour découvrir qu'il est devenu juste un pourvoyeur, sans la protection du respect, sans affection sincère, sans reconnaissance en tant qu'être humain au-delà de la fonction de banque familiale. Pendant les années précédant cette humiliation du Nouvel An, l'exploitation est devenue si systématique qu'ils en sont arrivés au point d'avoir un calendrier mental de mes ressources. Thomas savait qu'au début du mois, je recevais ma pension. Sophie savait que j'avais des investissements qui rendaient chaque mois. Lucas savait que j'avais une réserve d'urgence pour la famille. La manipulation émotionnelle était raffinée. Quand j'hésitais à prêter de l'argent, Thomas soupirait. « Papa, tu as beaucoup changé depuis la mort de maman. Elle disait toujours que la famille passe en premier. » Utiliser la mémoire de Françoise pour me manipuler. C'était cruel, mais efficace. Comment pouvais-je dire non après une phrase comme ça? Sophie avait une approche différente. Elle me faisait me sentir utile avant de demander de l'argent. « Papa, tu as tellement d'expérience de vie, donne-moi des conseils sur cet investissement. » Puis je devenais tout fier, pensant que mon opinion comptait encore. Je passais une demi-heure à expliquer la prudence en matière d'investissement, les risques, la planification. Elle écoutait attentivement, hochant la tête, étant d'accord. « Papa, tu as raison, c'est pourquoi j'ai aussi besoin de ton aide financière. Je ne peux pas le faire seul. » Et je tombais dans le piège chaque mois. Ce qui me rongeait le plus de l'intérieur, c'était l'inversion totale des rôles qui s'était produite dans notre famille. Avant, j'étais le patriarche respecté. Mes décisions avaient du poids, ma parole avait de la valeur. Maintenant, j'étais toléré tant que j'étais utile. Quand j'arrivais aux rassemblements familiaux, j'étais accueilli avec de grands sourires, de longs câlins, des questions sur ma santé. « Comment vas-tu, papa? Tu as besoin de quelque chose? Tu manges bien ?» Affection sincère, je pensais, jusqu'à ce que je réalise que ces démonstrations d'affection venaient toujours suivies de demandes, comme si c'était un rituel. 15 minutes d'attention, puis la charge. L'exploitation financière était devenue si naturelle pour eux qu'ils ont commencé à discuter de mes dépenses devant moi, comme si j'étais incapable de gérer mon propre argent. « Papa, tu as besoin d'une voiture si chère ?» a demandé Thomas quand j'ai échangé ma Peugeot 308 de 2015 contre une de 2020. Ne serait-il pas préférable d'économiser cet argent pour les urgences familiales? Urgences familiales. Toujours les urgences familiales, jamais mes urgences. Comme si mon âge avancé n'était pas une raison suffisante pour moi de vouloir une voiture plus confortable et plus sûre. « Papa, tu devrais penser à vendre cette maison, » a suggéré Sophie un jour. « Elle est trop grande pour une seule personne. Rien qu'avec l'argent de la vente, tu pourrais acheter un appartement plus petit et il te resterait encore beaucoup d'argent à investir dans la famille. » Investir dans la famille. Un autre euphémisme pour nous donner de l'argent. La maison que j'avais construite avec ma propre sueur, où j'avais élevé mes enfants, où j'avais vécu les meilleurs moments avec Françoise, où je garde tous les souvenirs de ma vie, devait être vendue pour qu'il reste de l'argent pour eux. La partie la plus douloureuse de tout cela était la solitude émotionnelle que je ressentais au sein de ma propre famille. Les hommes de ma génération n'ont pas été éduqués pour exprimer leurs sentiments. Nous avons été élevés pour être forts, résoudre les problèmes, endurer en silence. Mais il y a des douleurs que même l'homme le plus fort ne peut pas endurer en silence pour toujours. J'ai essayé de parler de mes sentiments, de ma solitude, de la façon dont je me sentais utilisé. « Papa, tu es dramatique, » répondait Thomas. « Nous t'aimons beaucoup, tu le sais. »« Papa, tu deviens trop sensible dans ta vieillesse. »
plaisantait Sophie. Les hommes ne sont pas comme ça. Elles avaient raison sur une chose. Les hommes de ma génération ne sont pas comme ça. Nous ne parlons pas de douleur émotionnelle. Nous n'admettons pas que nous sommes maltraités. Nous ne demandons pas d'aide quand nous sommes exploités. Nous avalons tout, comme nous l'avons toujours fait. Mais avaler a des limites, et la gorge de n'importe quel homme a un point de saturation. L'exploitation est devenue si éhontée qu'ils ont commencé à prendre des décisions sur ma vie sans même me consulter. En octobre 2023, j'ai découvert que Thomas avait parlé à un agent immobilier pour évaluer ma maison. « Papa, c'était juste pour savoir combien elle vaut. Ça ne coûte rien d'être informé. » Informé pourquoi? Pour qui? Je n'ai jamais dit que je voulais vendre. Sophie est allée jusqu'à suggérer que je devrais souscrire une assurance maladie plus chère pour ne pas être un fardeau pour la famille à l'avenir. Une assurance qui coûterait 500 € de plus par mois de ma pension. Papa, c'est un investissement. Tu ne veux pas être un fardeau pour nous quand tu tomberas malade, n'est-ce pas? Fardeau. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Moi qui avais soutenu cette famille toute ma vie, qui n'avait jamais été un poids pour personne, j'étais traité comme un futur fardeau à 68 ans. L'isolement social que je ressentais était immense. Mes amis de Total Energies, beaucoup étaient déjà décédés ou malades. Ceux qui restaient, chacun s'occupait de sa propre vie, de sa propre famille. Je n'avais personne à qui parler de ce qui m'arrivait. Et même si j'en avais eu, comment un homme de 68 ans allait-il aborder un autre homme et dire « mes enfants m'exploitent » ? Comment allais-je admettre que j'avais perdu le contrôle de ma propre famille ? Comment allais-je avouer que j'étais devenu le distributeur automatique de mes propres descendants ? Les hommes ne parlent pas de ces choses. Les hommes résolvent, ou du moins essaient de résoudre seuls. Mais il y a des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre seuls, surtout quand le problème, ce sont les personnes que nous aimons le plus au monde. La manipulation psychologique était constante. Toute tentative de ma part de questionner leurs dépenses était reçue avec « Papa, tu ne nous fais pas confiance ». Toute hésitation à prêter de l'argent devenait « Papa, nous ne venons te voir que quand il n'y a pas d'autre moyen ». Il m'avait transformé en sauveur officiel de la famille. N'importe quel problème, la solution était « Appelle Papa Pierre ». N'importe quelle urgence, la réponse était « Papy va arranger ça ». Et j'acceptais ce rôle parce que je confondais être nécessaire avec être aimé, parce que je pensais qu'en étant financièrement indispensable, je serais émotionnellement indispensable aussi. Erreur classique d'un homme qui a passé toute sa vie à subvenir aux besoins et qui a oublié d'exiger du respect en retour. La goutte d'eau financière a eu lieu en décembre, 2 semaines avant cette humiliation du Nouvel An. Lucas est venu me voir avec une histoire selon laquelle il voulait suivre un cours technique de pilotage de drone. Papy, c'est l'avenir. Dans quelques années, tout le monde utilisera des drones pour tout. C'est un investissement dans mon avenir. 10 000 € pour le cours. J'ai hésité. C'était beaucoup d'argent. Et Lucas n'avait jamais terminé quoi que ce soit qu'il avait commencé dans sa vie. « Papy, tu ne crois pas en moi? Tu ne veux pas que j'aie un meilleur avenir ?» Le chantage émotionnel a fonctionné. J'ai payé les 10 000 €. Une semaine plus tard, j'ai vu des photos sur son Instagram d'un voyage à Marseille. « Repos mérité avant de commencer le cours », disait la légende. Repos de quoi? Lucas ne travaillait pas. Il vivait sur le dos de ses parents, qui à leur tour vivaient sur le mien. Et il pensait encore qu'il méritait de voyager dans l'une des destinations les plus chères de France avec l'argent que j'avais donné pour l'éducation. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris que je n'étais plus un père ou un grand-père respecté. J'étais un vieil homme exploité qui n'avait pas encore eu le courage de l'admettre. Jusqu'à ce matin de janvier, quand j'ai entendu de la bouche de mon propre petit-fils la confirmation de ce que je soupçonnais depuis un moment, je n'étais bon qu'à payer les choses. Et c'est à ce moment-là que l'homme en moi s'est enfin réveillé. Il y a des douleurs qu'un homme avale pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour, sa gorge n'en puisse plus. Cet après-midi du 1er janvier, assis seul dans mon salon, regardant des photos d'une famille que je pensais m'aimer, j'ai enfin compris une vérité qui aurait dû être évidente depuis longtemps.
Le respect ne se demande pas, il se gagne. Et la dignité perdue ne se récupère que par l'action. La phrase de Lucas résonnait dans ma tête. Mon grand-père ne sert qu'à payer les trucs, en fait. Et le rire de Thomas qui était d'accord. Papa ne sert qu'à ça de toute façon. À 68 ans, après une vie consacrée à cette famille, j'étais devenu cela, un objet, une fonction, un moyen, pas une fin. Mais vous savez ce qui faisait le plus mal? Ce n'était pas le manque de respect lui-même, c'était la naturalité avec laquelle il parlait, comme si c'était évident, comme s'il n'y avait rien de mal à réduire un être humain à son utilité financière. À ce moment-là, assis dans mon fauteuil, j'ai pris la décision la plus importante de mes 68 ans. J'allais enseigner à cette famille la valeur d'un homme qui se respecte, pas avec des mots, pas avec des disputes, pas avec des larmes, avec des actions, parce qu'un homme qui se respecte ne démontre pas sa valeur, il la démontre. La première chose que j'ai faite a été de prendre une feuille de papier et de noter en détail tout ce que j'avais prêté à mes enfants au cours des 3 dernières années. Montant, date, justification qu'ils avaient donnée. C'était un décompte qui m'a rendu malade. 87 000 €. 87 000 € qui étaient sortis de ma pension, de mes économies, de ma réserve d'urgence pour financer des caprices, des urgences inventées et des investissements qui n'ont jamais rapporté. 87 000 € qui n'ont jamais été remboursés, jamais réclamés, et apparemment ne seraient jamais considérés par eux comme une dette. Pour mettre les choses en perspective, 87 000 € représentaient plus de 30 mois de ma pension, plus de 2 ans et demi de ma vie à travailler juste pour soutenir l'irresponsabilité financière de mes enfants adultes. Je me suis assise à mon ordinateur et j'ai ouvert mon compte bancaire. Identifiant, mot de passe, tout organisé, comme je l'ai toujours été. J'ai vu mon solde actuel, 143 000 € entre compte courant et épargne. L'argent que j'avais économisé pendant des années pour ma propre sécurité dans la vieillesse. J'ai regardé la carte de crédit supplémentaire de Thomas, limite de 5 000 €. J'ai regardé la carte supplémentaire de Sophie, une autre limite de 5 000 €. 10 000 € de crédit total qu'ils utilisaient comme si c'était leur argent. Facture du mois dernier, 8 400 €. Restaurant cher, achat de vêtements, essence, courses, pharmacie, vivre la belle vie à mes frais. C'est à ce moment-là que j'ai appelé le service client de ma banque. « Bonjour, monsieur Dubois, comment puis-je vous aider ?» Je dois annuler 2 cartes supplémentaires. Puis-je connaître la raison de l'annulation? Les utilisateurs n'ont plus besoin des cartes. D'accord, monsieur, les cartes seront annulées immédiatement. Autre chose? Oui, je veux changer mon mot de passe de banque en ligne et changer mon numéro de téléphone portable enregistré pour les confirmations de virement. En 15 minutes, j'ai coupé le cordon ombilical financier reliant mon compte bancaire à mes enfants. Ils ne le savaient pas encore, mais le train-train était terminé. Mais ce n'était que la première étape, parce qu'un homme qui a passé 68 ans à apprendre sur la dignité sait que le vrai changement vient de la planification. J'ai repris la feuille avec les comptes de prêt et j'ai commencé à calculer. Si je devais tout facturer d'un coup avec une correction monétaire de base, la dette dépasserait 100 000 €. L'argent qu'ils n'avaient évidemment pas. Mais je ne voulais pas leur faillite. Je voulais le respect. J'ai appelé mon avocat, Maître Rousseau, un homme de confiance qui s'était occupé de la succession de Françoise et de quelques affaires familiales au fil des ans. « Pierre, comment vas-tu? Ça fait un moment. Maître Rousseau, je dois te parler d'une question délicate. Je peux passer demain? » « Bien sûr. Quelle heure te convient? » « 14 heures. Ça va? » « Parfait, une urgence. » « Non. J'ai juste besoin de conseils sur la façon de recouvrer certaines dettes familiales. » Il y a eu un silence à l'autre bout. « Pierre, tout va bien? » « Tout va très bien, Maître Rousseau. Je veux juste régulariser certaines situations. » Le lendemain, je me suis assis dans le bureau de Maître Rousseau avec mon dossier organisé. Relevé bancaire, reçu de virements, messages WhatsApp avec des demandes d'argent, des promesses de paiement qui n'ont jamais été tenues. « Eh bien, Pierre, » a-t-il dit après avoir tout analysé, « c'est pas mal d'argent, en effet. »
Et savent-ils que tu penses à recouvrer officiellement? Ils ne savent encore rien. Maître Rousseau m'a regardé avec cette façon paternelle que les avocats expérimentés ont lorsqu'ils traitent des cas délicats. Pierre, puis-je dire quelque chose? En 40 ans de pratique du droit, j'ai vu beaucoup de familles se détruire à cause de l'argent. Maître Rousseau, ai-je répondu, ma famille est déjà détruite, je ne m'en étais juste pas encore rendu compte. Je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé ces dernières années. L'exploitation systématique, le manque de respect, l'épisode humiliant du Nouvel An. Maître Rousseau a tout écouté en silence, secouant la tête. Je comprends. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Je veux qu'il sache que les prêts se remboursent, qu'un père n'est pas une banque, que le respect n'est pas optionnel. Et s'ils ne peuvent pas payer, alors nous négocions, mais d'égal à égal avec un contrat, des échéances, des intérêts, comme on le fait avec n'importe quel débiteur. Maître Rousseau a rédigé 3 mises en demeure. Une pour Thomas, réclamant 42 000 € de prêts non remboursés. Une pour Sophie, réclamant 38 000 €. Et une pour Lucas, réclamant 7 000 € pour le cours qui est devenu des vacances. Pierre, a-t-il dit en me remettant les mises en demeure, tu es sûr de ça? Une fois que tu livreras ces lettres, il n'y a pas de retour en arrière. Maître Rousseau, pas de retour en arrière, c'est exactement ce que je veux. Je suis rentré chez moi et j'ai mis les mises en demeure dans un tiroir. Je n'allais pas les livrer tout de suite. D'abord, je voulais voir s'ils remarqueraient d'eux-mêmes que les choses avaient changé. Ça n'a même pas pris 2 jours. Mercredi matin, mon téléphone a sonné. C'était Thomas. « Papa, ma carte a été refusée au supermarché. Il doit y avoir un problème de système. » « Il n'y a pas de problème de système, Thomas. J'ai annulé la carte. » Silence. « Qu'est-ce que tu veux dire, tu as annulé? »« Je l'ai annulé. Tu as 43 ans, marié, tu as une profession. Tu n'as pas besoin de la carte supplémentaire de papa. »« Papa, quelque chose s'est passé. Tu es fâché à propos de quelque chose? » Fâché, comme si c'était une question d'humeur, comme si un homme de 68 ans prenait des décisions financières par dépit. Je ne suis pas fâché, Thomas. J'organise juste ma vie financière. Mais papa, comment je vais faire les courses? Avec ton argent, j'imagine. Un autre silence. Papa, tu as beaucoup changé. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu es très cruel. Cruel. Couper la carte supplémentaire du fils de 43 ans était de la cruauté. Financer la belle vie de la famille pendant des années était une obligation. Thomas, ai-je dit avec un calme qui m'a surpris, la cruauté, c'est dépenser l'argent des autres sans autorisation. La cruauté, c'est traiter son père comme un distributeur automatique. La cruauté, c'est utiliser le respect comme monnaie d'échange. Papa, c'est quoi ce genre de discours? C'est le discours d'un homme qui a décidé de se valoriser, mon fils. J'ai raccroché. 2 heures plus tard, c'était au tour de Sophie. Papa, ma carte a aussi été annulée. Qu'est-ce qui se passe? La même chose qui s'est passée avec celle de ton frère. Vie indépendante. Papa, mais j'ai besoin de la carte pour certaines choses. Sophie, tu as 42 ans. Tu devrais t'occuper de tes propres affaires depuis longtemps. Papa, tu vas bien? Tu veux que je passe? Je vais très bien, et tu n'as pas besoin de passer. Quand je voudrais des visiteurs, je te le ferai savoir. J'ai raccroché à nouveau. Leur réaction était exactement ce à quoi je m'attendais de la part de personnes habituées à être soutenues. Panique, confusion, tentative de manipulation émotionnelle. Thomas a essayé de m'appeler 3 autres fois cet après-midi-là. Je n'ai pas répondu. Sophie s'est présentée à ma porte en fin de journée avec un visage inquiet, faussement inquiet. « Papa, ouvre, je suis venu voir si tu vas bien. »« Je vais bien, Sophie, va t'occuper de ta famille. »« Papa, c'est quoi ce genre de discours? Ouvre la porte pour qu'on puisse parler. »« Je n'ai rien à dire, bonne nuit. » Pour la première fois depuis des années, je me suis couché en paix. Parce qu'un homme qui agit dort avec la conscience tranquille. Le lendemain, jeudi, Lucas m'a envoyé un message WhatsApp. « Papy, maman a dit que tu as annulé les cartes. »« C'est vrai ?» J'ai répondu. « C'est vrai. » Pourquoi ?
Parce qu'une carte supplémentaire est pour les enfants dépendants, pas pour les petits-fils adultes. Papy, mais je suis ton petit-fils. Exactement, petit-fils, pas fils, et même les fils ont une limite d'âge pour dépendre de papa. Papy, tu es très différent. Je le suis en effet, Lucas, je me respecte. Il n'a plus répondu. Tout au long de cette semaine, ils ont essayé différentes approches, des appels prétendant s'inquiéter de ma santé, des messages affectueux se souvenant de combien ils m'aimaient. Ils ont même essayé d'utiliser la mémoire de Françoise. Papa, maman n'aimerait pas voir la famille divisée comme ça. Mais j'étais décidé. J'avais 68 ans. J'avais passé presque 7 décennies à apprendre sur la dignité humaine, et j'allais enfin mettre ces connaissances en pratique. À la fin de la semaine, les tentatives de manipulation émotionnelle ont cessé et leurs vraies couleurs ont commencé à se montrer. Thomas m'a envoyé un message acerbe. « Papa, je ne sais pas quelle paranoïa c'est, mais j'espère que tu vas te ressaisir bientôt. La vie ne s'arrête pas parce que tu as décidé de faire du drame. Drame. Moi qui avais passé des années à être un distributeur automatique silencieux, je faisais du drame. Sophie a été plus directe. « Papa, tu es très injuste, après tout ce que la famille a fait pour toi. Tout ce que la famille a fait pour moi, comme si les soutenir était une faveur qu'ils me faisaient. » Lucas a complété le cycle d'ingratitude. « Papy, tu es très égoïste. Je n'aurais jamais pensé que dans ta vieillesse, tu deviendrais une personne comme ça. Égoïste pour gérer mon propre argent. Dans ma vieillesse, je suis devenu une personne comme ça. À 68 ans, je suis devenu une personne qui se respecte. C'était exactement la confirmation dont j'avais besoin. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils s'inquiétaient pour leur source de revenus. Le lundi suivant, j'ai pris les mises en demeure du tiroir et je suis parti de chez moi très tôt. Premier arrêt, la maison de Thomas. Quand un père est trahi par son propre sang, la cicatrice traverse les générations. Mais quand un père décide de réagir, la leçon traverse aussi les générations. À 7h30 un lundi froid de janvier, j'ai sonné à la porte de Thomas. Je savais qu'il était réveillé parce qu'il emmenait toujours les enfants à l'école à cette heure-là. Céline était déjà partie au cabinet. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici si tôt ?» a-t-il demandé, encore en peignoir, l'air de ne pas s'attendre à des visiteurs. « Je suis venu t'apporter un courrier, » ai-je répondu, lui tendant l'enveloppe brune avec la mise en demeure. « Quel courrier ?» « Ouvre-le et lis. » Thomas a pris l'enveloppe avec un regard curieux. Quand il l'a ouverte et a commencé à lire, j'ai vu son visage changer de couleur. D'abord la confusion, puis le choc, puis la colère. « Papa, c'est quoi cette blague ?»« Ce n'est pas une blague, Thomas. C'est le recouvrement officiel de 42 000 € que tu me dois. »« Qu'est-ce que tu veux dire, je te dois ? Papa, tu m'as donné cet argent. Je te l'ai prêté. Chaque fois que tu as demandé, tu as dit que c'était un prêt. Chaque fois que tu as promis de rembourser. Le moment est venu. » Il a regardé le papier à nouveau, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Papa, c'est une mise en demeure d'avocat. Tu as engagé un avocat contre ton propre fils ? J'ai engagé un avocat pour régulariser une situation financière en suspens. »« Papa, je n'ai pas 42 000 €. Alors nous devrons négocier des modalités de paiement. » Lucas est apparu dans le salon encore en pyjama, les cheveux en désordre. Quand il a vu l'enveloppe dans la main de sa mère et mon expression sérieuse, il a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ton grand-père, » a dit Thomas avec une voix tremblante de colère, « a décidé de poursuivre la famille. »« Je ne poursuis encore personne, » ai-je corrigé. « Pour l'instant, ce n'est qu'un avis de recouvrement. » J'ai sorti une autre enveloppe de ma poche. « Il y en a une pour toi aussi, 7 000 € pour le cours de pilotage qui est devenu un voyage à Marseille. » Lucas est devenu rouge. « Papy, comment tu as su pour le voyage ?»« Instagram, Lucas. Tu as posté des photos. »« Mais papy, plus de mais, Lucas, ou tu pensais que je suis un idiot ?» Thomas relisait la mise en demeure, incrédule. « Papa, je ne peux pas croire qu'on en soit arrivé là. C'est ta famille.
Exactement, Thomas, c'est ma famille. Et la famille se fonde sur le respect, pas sur l'exploitation. Papa, tu es fou, je vais déchirer ce papier. Tu peux le déchirer. Mon avocat a une copie enregistrée chez le notaire. Pour la première fois de sa vie, j'ai vu mon fils sans voix. Il avait toujours une réponse à tout. Il réussissait toujours à me convaincre de n'importe quoi. Mais de l'argent documenté, un avocat impliqué, une mise en demeure officielle, ça, il ne savait pas comment contourner. Papa, a-t-il essayé de changer de ton, devenant plus doux. Parlons de ça calmement. On n'a pas besoin d'avocat, de papier, de ces choses formelles. Si, Thomas, parce que l'informel n'a pas marché. La famille n'a pas marché. Maintenant, c'est formel. Mais papa, 42 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Pour le demander, ce n'était pas beaucoup. Pour le rendre, c'est devenu beaucoup. Lucas a essayé d'intervenir. Papy, mais on est une famille. La famille ne réclame pas de dette comme ça. Lucas, je l'ai regardé droit dans les yeux. La famille ne dit pas non plus que grand-père ne sert qu'à payer les choses, mais tu l'as dit. Il est devenu pâle. Papy, je ne voulais pas dire... Tu as dit exactement ce que tu pensais. Maintenant, tu vas faire face aux conséquences. J'ai quitté la maison de Thomas, laissant mère et fils sous le choc. L'arrêt suivant était chez Sophie. Sophie vivait dans un appartement en centre-ville, financé avec mon aide pour la compte. Quand j'ai sonné à l'interphone, elle a mis du temps à répondre. « Papa, toi ici, monte !» Quand je suis arrivé à l'appartement, Sophie était nerveuse. Marc préparait les enfants pour l'école, faisant semblant de ne pas prêter attention à notre conversation. « Papa, Thomas vient de m'appeler. Il a dit que tu réclames sa dette, et la mienne aussi. » Je lui ai tendu l'enveloppe. Sophie a tenu le papier comme si c'était une bombe. « Papa, c'est quoi ça? C'est à propos d'un homme qui a décidé d'arrêter d'être la banque de la famille. » Elle a ouvert l'enveloppe, lu rapidement, et s'est assise sur une chaise comme si elle avait reçu un coup de poing. « Papa, 38 000 euros. C'est ça, avec les détails de chaque prêt, date et justification que tu as donné. » Marc s'est approché curieux. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Mon père, » a dit Sophie avec une voix faible, « réclame l'argent qu'il m'a prêté. »« Tout ? Tout ?» Marc m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. « Mais monsieur Dubois, ce sont des prêts familiaux. Un prêt est un prêt, Marc, qu'il soit familial ou non. » Sophie s'est levée, agitée. « Papa, tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai pas cet argent. Alors parlons d'échéance et d'intérêt. »« Papa, tu es devenu fou? Échéance et intérêt avec ta propre fille ?»« Sophie, ai-je dit calmement, quand tu demandes de l'argent emprunté, tu le traites comme un prêt ou comme un cadeau? » ?»« Comme un prêt, mais... » »« Alors traitons-le comme un prêt, avec les règles d'un prêt. Papa, j'ai toujours su que je paierais. J'attendais juste que la situation s'améliore. Ça fait 3 ans que tu attends que la situation s'améliore. Le moment est venu de créer une vraie échéance. » Marc a essayé d'intervenir. « Monsieur Dubois, Sophie traverse une phase difficile au travail. Marc, l'ai-je interrompu, une phase difficile ne justifie pas le défaut de paiement et encore moins le manque de respect. » « Quel manque de respect, papa. »« Sophie, tu as suggéré que je vende ma maison pour qu'il reste de l'argent à investir dans la famille. Comment tu appelles ça ?» Elle n'avait pas de réponse. « Tu as suggéré que je prenne une assurance maladie plus chère pour ne pas être un fardeau pour la famille. Comment tu appelles ça ?»« Papa, je pensais juste à ton bien-être. » « Tu pensais à ton bien-être, Sophie. Au confort de ne pas avoir à être responsable de moi à l'avenir. » Le silence dans l'appartement était inconfortable. Les enfants qui finissaient de se préparer ont remarqué la tension et sont devenus silencieux. « Papa, » Sophie a essayé une dernière carte. « Tu es en train de détruire la famille à cause de l'argent. » « Sophie, celui qui a détruit la famille, c'est celui qui a transformé son père en banque. Je ne fais que présenter la facture. » J'ai quitté l'appartement, laissant Sophie et Marc en panique totale. Je pouvais les entendre se disputer avant même que je monte dans l'ascenseur. Le téléphone a commencé à sonner avant même que j'arrive chez moi. D'abord Thomas, puis Sophie, puis Lucas.
Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Quand je suis arrivé chez moi, j'avais 7 appels manqués et 15 messages WhatsApp. Je les ai tous lus, un par un. Thomas, papa, ça ne peut pas être en train de se passer. Parlons, s'il te plaît. Sophie, papa, on ne peut pas tout payer d'un coup. Tu es cruel. Lucas, papy, s'il te plaît, annule ça. Je promets que je ne dirai plus jamais rien. D'autres messages variaient entre supplications, menaces voilées et tentatives de chantage émotionnel. Mais celui qui a le plus attiré mon attention était de Céline, la femme de Thomas. Beau-père, je dois te parler. Je pense qu'il y a eu un malentendu. J'ai répondu à Céline. Il n'y a pas de malentendu, c'est un recouvrement de dettes. Elle a essayé d'appeler. Je n'ai pas répondu. Tout au long de ce lundi, mon téléphone n'a pas cessé de sonner. Ils ont essayé toutes les stratégies possibles. Affection, colère, chantage, menaces, victimisation. Le mardi, la stratégie a changé. Thomas s'est présenté à ma porte avec les 2 jeunes enfants. « Papa, je suis venu avec les enfants pour qu'on puisse parler. » Thomas, c'est du chantage émotionnel. Utiliser les enfants pour me manipuler. » Papa, ce n'est pas du chantage. Les enfants voulaient voir papy. Les enfants, évidemment, étaient utilisés. Ils étaient là comme boucliers humains pour qu'il essaie de me convaincre. Thomas, les enfants sont toujours les bienvenus. Toi, seulement quand tu viens avec une proposition de paiement. Papa, proposition de paiement? Tu es vraiment sérieux? Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie. Il a essayé d'entrer, mais j'ai bloqué la porte. Papa, je ne peux pas entrer. Pas tant que tu n'as pas résolu tes dettes financières avec moi. C'est à ce moment-là qu'il a explosé. Papa, tu es ridicule. 42 000 €. Où est-ce que je vais trouver 42 000 €? Thomas, tu es diplômé de l'université, marié à une dentiste. Si tu n'as pas 42 000 €, négocie des modalités, des intérêts, des mensualités, comme tout débiteur adulte le fait. Papa, mais je suis ton fils. Exactement. Tu es mon fils, et un fils qui se respecte ne transforme pas son père en banque. Les enfants ont commencé à pleurer, dérangés par la dispute. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision difficile, mais nécessaire. Thomas, ramène les enfants à la maison. Quand tu voudras parler de paiement, appelle-moi. Papa, tu chasses tes propres petits-enfants. Je protège mes petits-enfants du spectacle de leur père, étant malhonnête avec leur grand-père. Il est parti furieux, traînant les enfants. Le mercredi, c'était au tour de Sophie d'essayer une approche différente. Elle s'est présentée avec Marc et un dossier de documents. Papa, on a fait des calculs. On peut payer 2 000 € par mois pendant 20 mois. 2 000 € par mois sans intérêt. Papa, des intérêts en famille. Sophie, les prêts ont des intérêts. Ils en ont toujours eu. Ils en auront toujours. Combien d'intérêts tu veux? J'ai calculé rapidement. 5% par mois, c'est moins que ce que le marché facture. Marc a été choqué. 5% par mois, c'est de l'usure. Marc, l'usure, c'est quand tu empruntes à des usuriers. Quand tu prends à papa et que tu ne paies pas, c'est du défaut de paiement. Sophie a essayé de négocier. Papa, 3%. 5%. Non négociable. Papa, à ces conditions, ça dépassera 50 000 € au final. Sophie aurait dû y penser avant de prendre l'argent. Ils sont partis sans conclure d'accord. Le jeudi, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Céline. « Beau-père, on peut parler en personne? J'ai une proposition. » J'ai accepté. Céline est venue seule, sans Thomas, ce qui était déjà un signe qu'elle comprenait la gravité de la situation. « Beau-père, je vais être direct. Thomas a dépensé de l'argent qu'il n'avait pas et maintenant il est désespéré. Et je veux proposer un accord. On va assumer sa dette avec une échéance de paiement réaliste. Que dirais-tu de 3 000 € par mois pendant 15 mois, 45 000 € au total? J'ai fait le calcul. Sans intérêt? Avec peu d'intérêt, 3% par an. Céline, 3% par an, c'est moins que l'inflation. Ce ne sont pas des intérêts, c'est une remise. Beau-père, c'est ce qu'on peut payer sans briser la famille.
Eh ben, Céline, celui qui a presque brisé la famille, c'est celui qui a dépensé mon argent sans payer. Elle a soupiré. Combien accepteras-tu? 4 000 € par mois pendant 12 mois. 48 000 € au total. Contrat signé, échéance définie, pas de retard. Céline a hésité mais a fini par accepter. D'accord, je vais parler à Thomas. Céline, une chose, si vous êtes en retard sur un paiement, je vais directement au tribunal, pas de nouvelles négociations. Elle a avalé difficilement et a hoché la tête. Le vendredi, Lucas s'est présenté seul. Il était visiblement nerveux. « Papy, je suis venu parler de ma dette. Vas-y, 7 000 €. Je ne les ai pas, papy. Je ne travaille pas, je n'ai pas mes propres revenus. »« Lucas, tu as 22 ans. Il est temps d'avoir tes propres revenus. »« Papy, mais comment je vais trouver 7 000 € si je ne travaille même pas? Trouve un travail. »« Mais papy... » Lucas, une question. Quand tu as dit que je ne servais qu'à payer les choses, qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Il est devenu rouge. Je plaisantais. Non, tu ne plaisantais pas, Lucas. Tu as dit exactement ce que tu pensais. Maintenant, tu vas apprendre qu'un homme qui travaille mérite le respect. Papy, donne-moi une chance. Je vais chercher du travail et payer petit à petit. 500 € par mois pendant 14 mois. À partir du mois prochain. Contrat signé. Papy, et si je ne trouve pas de travail? Lucas, si tu as trouvé de l'argent pour Marseille, tu peux trouver de l'argent pour payer une dette. À la fin de cette semaine, ils avaient tous enfin compris que je ne plaisantais pas. Le jeu était terminé. La banque avait fermé, et l'homme qu'ils pensaient n'être bon qu'à payer les choses s'était réveillé. À partir de ce moment, ils allaient devoir faire face à quelque chose qu'ils n'avaient jamais prévu, les conséquences de leurs actions. Le même homme qui a porté son fils sur ses épaules un jour se retrouve sans sol sous les pieds. Mais quand il retrouve un sol ferme, il découvre que ses pieds sont plus forts qu'il ne l'imaginait. Les premières semaines après les recouvrements ont été les plus difficiles de ma vie. Pas à cause de la décision que j'avais prise, je ne l'ai pas regretté une seule seconde, mais à cause de la solitude que j'ai ressentie. À 68 ans, après des décennies à être le centre financier de la famille, je me suis retrouvé complètement seul. Pas d'appels téléphoniques quotidiens demandant de l'argent, pas de visites intéressées des enfants, pas de faux sentiment d'être nécessaire que j'avais confondu avec être aimé. Le silence dans la maison était assourdissant, mais c'était un silence digne. Céline a respecté l'accord à la lettre. Chaque 5 du mois, je recevais un virement de 4 000 € avec un reçu par email. Froid, formel mais ponctuel. Thomas ne s'est plus jamais adressé à moi directement. Toute communication passait par sa femme. Sophie a mis 3 semaines à accepter ma proposition de 5% d'intérêt mensuel. Elle a essayé de me contacter plusieurs fois, toujours avec des excuses différentes, essayant toujours de me convaincre d'être plus flexible. Mais la flexibilité était exactement ce qui m'avait conduit à cette situation. Lucas a été le plus difficile. Il a essayé de pleurnicher, essayé des promesses vides. Il a même essayé de m'appeler à nouveau « cher papy ». Mais j'étais vacciné contre la manipulation émotionnelle. Lucas, ai-je dit dans notre dernière conversation sur le sujet, tu as 2 options, payer comme convenu ou je prends des mesures légales. Choisis. Il a choisi de payer. C'est au 3e mois de cette nouvelle réalité que j'ai commencé à découvrir qui j'étais vraiment, au-delà d'être un père pourvoyeur. J'avais toujours aimé le travail du bois, mais je n'avais jamais eu le temps de pratiquer. Entre le travail et le soutien familial, il ne restait pas d'énergie pour les loisirs. À 68 ans, pour la première fois depuis des décennies, j'avais du temps et de l'argent pour moi. J'ai acheté des outils de base et j'ai transformé ma buanderie en petit atelier. J'ai commencé à faire des choses simples, des étagères à épices, des supports pour plantes, de petits objets décoratifs. La concentration que demandait le travail du bois était thérapeutique. Des heures passaient sans que je pense à la famille, à l'argent ou au ressentiment. C'était juste moi, le bois et le bruit des outils. Un samedi après-midi, alors que je ponçais un cadre photo que j'avais fait,
Mon voisin, Monsieur Bertrand, est apparu au portail. « Pierre, ça sent bon le bois. »« Bonjour, Monsieur Bertrand. Je me distrais un peu ici. Je peux voir ?» Je lui ai montré quelques travaux finis. Monsieur Bertrand a été impressionné. « Pierre, c'est très bien fait. Tu prends des commandes ?»« Non, Monsieur Bertrand, c'est juste un passe-temps. »« Bon, tu devrais y réfléchir. Ma femme adore ces choses faites à la main. Elle paierait n'importe quel prix pour des meubles en bois bien faits. » C'est ainsi que j'ai découvert que j'avais un talent pour quelque chose au-delà de travailler dans une raffinerie et soutenir une famille ingrate. De cette conversation avec Monsieur Bertrand, j'ai commencé à recevoir de petites commandes. Un meuble TV, une bibliothèque, des buffets pour le salon. Rien de trop complexe, mais un travail qui me donnait du plaisir et complétait encore ma pension. Plus important que l'argent supplémentaire était le sentiment d'être valorisé pour mon travail, pas pour mon portefeuille. Les gens venaient chercher les meubles et partaient en louant la qualité, en demandant combien de temps il m'avait fallu pour apprendre, en admirant les détails. C'était du respect sincère, basé sur mon talent, ma capacité, le résultat de mon effort. Pas un faux respect en échange d'argent emprunté. À cette époque, j'ai aussi commencé à fréquenter un groupe de retraités de Total Energies qui se réunissaient tous les samedis dans un café du centre-ville. C'étaient des hommes de mon âge avec des histoires similaires aux miennes, des problèmes similaires. C'est lors de ces réunions que j'ai découvert que mon expérience avec des enfants exploiteurs n'était pas l'exception. C'était la règle. Monsieur Marcel, 72 ans, avait été financièrement drainé par 3 enfants pendant une décennie. Pierre, je pensais que c'était juste moi. Je pensais que j'avais échoué en tant que père. Monsieur Henri, 69 ans, avait vendu sa maison pour financer le traitement médical de sa fille, pour découvrir plus tard qu'elle avait utilisé l'argent pour de la chirurgie esthétique. Elle a dit que la dépression est aussi une maladie et que se sentir belle améliorerait son estime de soi. Monsieur André, 74 ans, avait prêté toutes ses économies à son fils pour démarrer une entreprise qui a échoué en 6 mois. Le pire n'était pas de perdre l'argent, c'était de découvrir que l'entreprise a échoué parce que mon fils dépensait le capital au casino. Entendre ces histoires était libérateur. Ce n'était pas mon défaut. Ce n'était pas un échec dans mon éducation. C'était une épidémie d'enfants adultes qui confondaient papa avec une banque centrale. Lors de ces réunions du samedi, en plus de me défouler, j'ai appris des choses importantes sur la façon de gérer la situation. Monsieur Marcel m'a appris. Pierre, un enfant qui ne respecte pas son père ne respecte personne. Tu as bien fait de réclamer. Monsieur Henri m'a conseillé. Pierre, maintenant que tu as coupé le robinet, tu vas voir qui t'aime et qui aimait ton compte en banque. Monsieur André a été le plus direct. Pierre, le meilleur héritage que tu peux laisser à tes enfants est l'exemple qu'un homme qui se respecte n'accepte pas d'être exploité. Au fil des mois, ma vie a pris une forme complètement nouvelle. Je me réveillais quand j'en avais envie, je prenais mon petit déjeuner calmement, je travaillais dans l'atelier de bois à mon propre rythme, je déjeunais en regardant les informations, je me reposais quand j'en ressentais le besoin. Les samedis, réunions avec les retraités de Total Energies. Parfois, on allait pêcher dans un lac proche. D'autres fois, on ne faisait que parler et jouer aux dominos. Les dimanches, j'ai commencé à fréquenter une église du quartier. Je n'étais pas un homme très religieux, mais j'avais besoin d'une sorte de communauté, d'appartenir à quelque chose de plus grand que les problèmes familiaux. À l'église, j'ai rencontré Madame Claudette, une veuve de 63 ans, enseignante à la retraite, une femme intelligente, financièrement indépendante, avec des histoires intéressantes à raconter. Notre amitié a commencé de façon décontractée. Des conversations après la messe, des invitations à déjeuner ensemble après le service, de simples promenades dans le centre-ville. Madame Claudette avait traversé une situation similaire à la mienne. 2 enfants qu'il avait exploités financièrement après la mort de son mari. « Pierre », m'a-t-elle dit lors d'un de ses déjeuners dominicaux, « il m'a fallu 2 ans pour comprendre que le deuil n'est pas une raison d'accepter l'abus. » Elle avait résolu le problème différemment de moi.
Elle avait déménagé dans une autre ville, coupé le contact avec ses enfants, recommencé sa vie de zéro dans une ville où personne ne connaissait son histoire. C'était douloureux, m'a-t-elle dit, mais c'était libérateur. J'ai découvert que je pouvais très bien vivre sans être le distributeur automatique de personnes. La présence de Madame Claudette dans ma vie m'a montré quelque chose que j'avais oublié il y a longtemps. Comme c'était bon de parler avec quelqu'un qui s'intéressait à moi en tant que personne, pas en tant que pourvoyeur. Elle me posait des questions sur mon travail du bois, louait mes progrès, suggérait des améliorations. Nous parlions de livres, de films, d'actualités, de souvenirs d'enfance, des conversations d'égo, sans intérêt financier d'aucun côté. Au 6e mois de ma nouvelle vie, quelque chose d'inattendu s'est produit. Thomas m'a appelé. « Papa, je peux passer? Je veux te parler. Si c'est à propos d'argent, tu n'as pas besoin de venir. Continue à payer comme convenu. Ce n'est pas à propos d'argent, papa. C'est à propos d'autre chose. » J'ai accepté la visite, curieux. Thomas est arrivé seul, sans Céline, sans les enfants. Il semblait nerveux mais déterminé. « Papa, je suis venu m'excuser. » Je n'ai pas répondu, j'ai juste écouté. « Papa, c'est moi à payer la dette. J'ai eu le temps de réfléchir. J'ai été injuste avec toi. Nous avons été injustes. Et je voulais dire que j'ai appris la leçon. J'ai appris que l'argent emprunté se rembourse. J'ai appris qu'un père n'est pas une banque. J'ai appris que le respect n'est pas optionnel. « Mais de Thomas, ai-je dit calmement, tu n'as pas appris par ta propre conscience. Tu as appris parce que tu y as été forcé. » Il est resté silencieux pendant quelques secondes. « C'est vrai, papa. Mais j'ai appris. Et je veux reconstruire notre relation, si tu le permets. » Reconstruire sur quelle base? Sur la base du respect, du vrai respect, papa, pas de l'intérêt. J'ai parlé avec Thomas pendant 2 heures cet après-midi-là. Pour la première fois depuis des années, nous avons eu une conversation d'homme à homme, sans demande d'argent, sans pression, sans manipulation. Il m'a raconté les difficultés qu'il avait affrontées pour réussir à payer les mensualités, comment il avait dû faire des heures supplémentaires, prendre des emplois le week-end, couper les dépenses superflues. « Papa, c'était humiliant de découvrir que je ne pouvais pas vivre sans ton aide financière. À 43 ans, j'étais soutenu par mon père et je ne le savais pas. Et maintenant? Maintenant, tu sais que tu peux te soutenir seul. Et tu sais que c'est ce qu'un homme adulte devrait faire. » C'était le début d'une réconciliation prudente, basée sur des termes clairs. « Thomas, ai-je dit avant qu'il parte, notre relation peut être reconstruite, mais avec de nouvelles règles. » Quelles règles? Première règle. Je ne prêterai plus jamais d'argent à personne dans la famille. Jamais. Compris. Deuxième règle, toute visite est bienvenue tant qu'elle n'implique pas de demande financière. Compris. Troisième règle, je vais vivre ma vie comme je le veux, sans demander la permission ou l'approbation de qui que ce soit. Papa, tu as toujours eu ce droit. Maintenant je sais que je l'ai. Avant je pensais qu'un père existait pour servir la famille. Thomas est parti de cette conversation visiblement ému, et je suis resté avec un sentiment étrange, mais bon. C'était possible de recommencer, oui, mais ça devait être selon mes conditions. 2 semaines plus tard, c'était au tour de Lucas de se présenter, également seul, demandant également à parler. La conversation avec Lucas a été plus difficile. Il était jeune, il apprenait encore sur la responsabilité, sur les conséquences. Mais il apprenait. « Papy, j'ai trouvé un emploi dans un magasin de bricolage. Je vais pouvoir payer correctement maintenant. »« C'est bien, Lucas. Papy, je veux m'excuser pour ce que j'ai dit ce jour-là. C'était vraiment nul de ma part. » Ça l'était, en effet, Lucas. « Papy, je ne savais pas que les mots pouvaient faire si mal. Lucas, les mots révèlent ce qu'une personne pense. Tu ne m'as pas blessé avec des mots. Tu m'as blessé avec le manque de respect. J'ai parlé avec Lucas de la dignité, de la valeur humaine, de la différence entre être utile et être respecté. Lucas, tu peux être utile à beaucoup de gens dans la vie, mais tu ne seras respecté que par ceux qui reconnaissent ta valeur en tant que personne. Papy, je reconnais ta valeur.
Maintenant tu la reconnais, parce que tu as été forcé de la reconnaître. La conversation s'est terminée avec Lucas, acceptant également les nouvelles règles familiales et lui comprenant que la croissance personnelle passe parfois par des leçons douloureuses. Sophie a été la dernière et la plus difficile. Elle s'est présentée à ma porte un dimanche matin, seule, en pleurant. « Papa, on peut parler ?» Je l'ai laissée entrer. Pour la première fois depuis des mois, ma fille était dans ma maison. « Papa, j'ai eu tort. J'ai eu très tort. »« En quoi as-tu eu tort, Sophie ? » ?»« J'ai eu tort de te traiter comme une banque. J'ai eu tort de ne pas valoriser tout ce que tu as fait pour moi. J'ai eu tort de permettre à Lucas de manquer de respect à mon père. » Elle a pleuré pendant 15 minutes, pleuré de regret et de honte de me manquer. « Papa, ces mois sans te parler ont été les pires de ma vie. » « Pourquoi ont-ils été les pires, Sophie ? Parce que tu me manques. Le vrai manque de mon père, pas le manque de l'argent. » « Et comment tu connais la différence ? » « Parce que Marc a réussi à résoudre nos problèmes financiers, mais il n'a pas pu résoudre le manque de toi. » J'ai parlé avec Sophie tout au long de cette matinée. C'était la conversation la plus sincère que nous avions eue depuis des années. Elle m'a raconté à quel point il avait été difficile de réorganiser la vie financière, sans compter sur moi. Comment elle avait dû retourner travailler plus d'heures. Comment Marc avait dû travailler plus dur au travail. Comment ils avaient dû couper des dépenses qu'ils considéraient essentielles. Papa, c'était une leçon dure, mais elle était nécessaire. Sophie, tu penses que notre relation peut être reconstruite ? Je l'espère, papa. Mais je comprends si tu ne le veux pas. Je le veux, ma fille, mais ça doit être différent. J'ai expliqué à Sophie les mêmes règles que j'avais établies pour Thomas et Lucas. Elle les a toutes acceptées sans discuter. Papa, une chose, tu peux m'apprendre à mieux gérer l'argent ? Je n'ai jamais appris parce que j'ai toujours compté sur toi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que peut-être ma surprotection financière avait entravé le développement de mes enfants. En résolvant tous leurs problèmes, je les avais empêchés d'apprendre à les résoudre eux-mêmes. Bien sûr que je peux t'apprendre, Sophie, mais maintenant tu vas pratiquer avec ton argent, pas avec le mien. Petit à petit, dans les mois suivants, ma famille s'est réorganisée sur une nouvelle base. Plus saine, plus respectueuse, plus équilibrée. Les visites sont revenues, mais sans intérêt financier. Les conversations sont revenues, mais sur des sujets divers, pas seulement sur l'argent. L'affection est revenue, mais sincère, pas intéressée. Et j'ai découvert quelque chose de fondamental. Le vrai amour est indépendant de l'argent. S'il dépend de l'argent, ce n'est pas de l'amour, c'est du commerce. Certains ponts, après avoir été brûlés, n'ont pas besoin d'être reconstruits, même si tu as aidé à les construire. Parfois, brûler le pont est la seule façon d'enseigner que de l'autre côté, il y a aussi quelqu'un qui mérite le respect. Aujourd'hui, presque 2 ans après ce matin humiliant du 1er janvier, je peux dire que c'était le meilleur mauvais jour de ma vie. C'était le jour qui m'a réveillé à une réalité que j'ignorais depuis des années. J'étais devenu un esclave financier de mes propres enfants. Maintenant, à 70 ans, je vis une vie que je n'aurais jamais imaginé pouvoir vivre. Une vie où je me réveille quand je veux. Je fais ce que j'aime. Je dépense mon argent comme je l'entends. Et je reçois le respect que j'ai toujours mérité, mais que je n'ai jamais exigé. Mon travail du bois est devenu une petite entreprise. Rien de trop grand, mais suffisant pour me garder actif et compléter encore ma pension. Plus important que l'argent supplémentaire est la satisfaction d'être reconnu pour mon talent, pas pour mon compte en banque. Le groupe de retraités de Total Energies est devenu une famille choisie. Des hommes qui ont traversé des expériences similaires aux miennes et qui ont compris que la dignité dans la vieillesse n'est pas une faveur que nous recevons de la famille, c'est un droit que nous exigeons. Madame Claudette. Eh bien, Madame Claudette est devenue une compagne constante. Nous ne sommes pas mariés, nous ne pensons même pas à vivre ensemble. Nous sommes 2 veufs indépendants qui ont choisi de partager les bons moments de la vie, sans pression, sans obligation, sans exploitation mutuelle.
Elle m'accompagne aux réunions du samedi avec les retraités. Je l'accompagne au groupe de lecture de l'église. Nous voyageons ensemble quand nous en avons envie. Nous cuisinons l'un pour l'autre de temps en temps. C'est une relation mature, basée sur le respect et la compagnie. À propos de ma famille, Thomas a honoré tous les paiements à temps. Il ne m'a plus jamais demandé d'argent emprunté. Notre relation est devenue sincère. Il me rend visite régulièrement, pas parce qu'il a besoin de quelque chose, mais parce qu'il veut ma compagnie. Nous parlons de travail, de vie, de ses enfants, comme père et fils devraient toujours parler. Lucas a beaucoup grandi en ces 2 ans. L'emploi au magasin de bricolage s'est transformé en carrière. Il a été promu directeur et il étudie la gestion d'entreprise le soir. Il paie ses propres factures, il a une petite amie sérieuse, il est devenu un homme responsable. Et il n'a plus jamais dit que papy ne servait qu'à payer les choses. Sophie a été celle qui a le plus changé. Elle est retournée travailler à temps plein comme infirmière. Marc a réussi à développer sa carrière informatique. Ils ont réussi à équilibrer leur vie financière sans dépendre de personne. Notre relation est redevenue affectueuse mais respectueuse. Elle m'appelle encore Papa Héros, mais maintenant pour les bonnes raisons. Pour admirer mon courage de m'affirmer, pas parce que je paie ses factures. Les enfants, mes jeunes petits-enfants, continuent à m'aimer inconditionnellement. Pour eux, je suis juste le papy affectueux qui fait des jouets en bois et raconte des histoires intéressantes. Ils ne savent rien sur l'argent emprunté, les recouvrements ou les conflits familiaux. Et c'est comme ça que ça devrait être. La grande leçon que j'ai apprise dans tout ce processus est que l'amour inconditionnel d'un père ne signifie pas l'acceptation inconditionnelle du manque de respect. Cela signifie établir des limites claires pour protéger le vrai amour de l'exploitation intéressée. J'ai découvert qu'être père n'est pas être une banque. Être père, c'est enseigner des valeurs, y compris la valeur du père lui-même. J'ai découvert que protéger les enfants des problèmes financiers de la vie n'est pas de l'amour, c'est du sabotage. Parce que la vie adulte inclut la responsabilité financière. Celui qui ne l'apprend pas tôt, l'apprend tard et de la manière la plus douloureuse. J'ai découvert qu'un homme de n'importe quel âge a droit à la dignité. Et la dignité n'est pas quelque chose que tu gagnes en étant gentil. C'est quelque chose que tu conquiers en t'affirmant quand c'est nécessaire. J'ai découvert que la solitude respectueuse est meilleure que la compagnie intéressée. Il vaut mieux dîner seul avec dignité que dîner en famille en étant traité comme un distributeur automatique. Mais la découverte la plus importante a été celle-ci. Il n'est jamais trop tard pour qu'un homme récupère sa dignité. À 68 ans, je pensais que ma vie était faite, que je n'avais plus de temps pour les changements. J'avais tort. La vie recommence chaque fois que tu décides de te respecter. Peu importe l'âge. Pour toi qui m'écoutes et qui t'es identifié à mon histoire, je veux laisser quelques réflexions. Si tu es un père et que tu sens que tu es exploité financièrement par tes enfants, sache que tu n'es pas seul. C'est une épidémie silencieuse qui affecte des millions d'hommes en France, des pères qui confondent l'amour avec la provision financière illimitée. Si tu es un homme de n'importe quel âge manqué de respect par ta propre famille, sache que tu as le droit d'exiger un traitement digne. La famille n'est pas un laissez-passer gratuit pour l'abus. Si tu penses qu'il est trop tard pour changer ta situation, sache que ce n'est pas le cas. J'ai changé à 68 ans. Tu peux changer à ton âge, quel qu'il soit. Le plus difficile n'est pas de prendre la décision de t'affirmer. Le plus difficile est de gérer la culpabilité qui vient après. Parce que les hommes de notre génération ont été élevés pour plaire à la famille, pour éviter les conflits, pour maintenir la paix à tout prix. Mais la paix sous exploitation n'est pas la paix, c'est la reddition. Et un homme qui se rend perd plus que de l'argent. Il perd son âme. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de récupération. Récupération de la dignité, du respect, de l'identité au-delà du rôle de pourvoyeur. Aujourd'hui, quand je me réveille le matin, je ne pense pas à combien de factures je devrais payer pour les autres. Je pense à ce que je vais faire pour moi. Quel meuble je vais construire, quel livre je vais lire, quel endroit je vais visiter avec Madame Claudette,
Quelle conversation intéressante je vais avoir avec mes amis retraités. C'est une liberté que tout homme devrait connaître. La liberté de vivre pour soi-même, sans égoïsme, de s'occuper de la famille sans s'auto-annihiler, d'aimer les enfants sans devenir leur esclave. Si mon histoire a touché ton cœur, je veux savoir d'où tu regardes. Écris ici dans les commentaires ta ville, ton département ou même ton pays. Fais-moi savoir que ce message t'a atteint. Et si tu connais un père qui accepte moins qu'il ne mérite, partage cette vidéo, car il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin de comprendre que se valoriser n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Laisse un commentaire me disant d'où tu regardes. Écris aussi ce que tu as ressenti en écoutant cette histoire. Dis-moi, as-tu déjà eu besoin de fixer des limites avec tes enfants? T'es-tu déjà senti exploité par ta propre famille? Et si cette histoire t'a fait réfléchir, laisse ton like et abonne-toi à Les Conseils de Papy pour continuer à suivre des histoires vraies d'hommes qui ont choisi leur dignité. Parce qu'ici, nous ne racontons pas des histoires de victimes, nous racontons des histoires de retour. Une accolade de Roubaix, Nord, et souviens-toi, tu as construit bien plus qu'une famille, tu as construit un homme qui mérite le respect. Combien de fois, nous les hommes, avalons-nous le manque de respect au nom de la paix? Combien de pères financent leur propre humiliation? J'ai appris à 70 ans qu'un homme n'a pas besoin d'accepter les miettes de ceux qui ont reçu un banquet d'opportunités. Qu'être père ne signifie pas être exploité, et que jamais, mais jamais, jamais, il n'est trop tard pour qu'un homme se relève. Et si tu veux continuer à suivre des histoires comme celle-ci, d'hommes qui ont décidé de récupérer leur dignité, quel que soit leur âge, abonne-toi à Les Conseils de Papy et active les notifications. Chaque semaine, il y a une nouvelle histoire de dépassement masculin, de pères qui ont appris à se valoriser, d'hommes qui ont découvert que le respect ne se demande pas, il se conquiert. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Ton attention est déjà un signe que tu comprends la valeur d'un homme qui a décidé de dire sa vérité. Jusqu'à la prochaine histoire. Et souviens-toi, tu vaux plus que ton compte en banque, beaucoup plus. Si tu veux soutenir cette chaîne et aider ce message à atteindre encore plus de vies, considère laisser une offrande jusqu'à $100 de Super Thanks. Chaque graine plantée ici me permet de continuer à partager des histoires vraies d'hommes qui ont récupéré leur dignité pour que d'autres pères apprennent que se valoriser n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Et si la contribution financière n'est pas possible, partager cette vidéo dans tes groupes et réseaux sociaux, c'est déjà contribuer énormément.